Voilà, disque, voilà, le boulet, il boit. Alors là, on est musique plus rock. Il est toujours dans sa tête, parce que on est en noir et blanc. Il est toujours dans son délire, on pourrait dire. Et boum, un retour au réel brutal. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur quel point de vue? Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un grand film d'Oliver Stone, Tueur né. Ce film a déjà maintenant 30 ans, donc il est sorti en 1994, c'est une année d'or franchement pour le cinéma. Il y a beaucoup de films qu'on va voir durant cette saison de Quel point de vue qui sont sortis en 1994 et donc ils fêtent leur 30e année. Et donc Tueur né fait partie de cela. Nous allons nous attaquer à l'introduction du film pour voir comment est-ce que Oliver Stone place ses personnages et comment il arrive à leur donner un caractère fort et un attachement pour le spectateur qui a envie de suivre leurs aventures. Et avant de commencer, si vous souhaitez que cette chaîne se développe, partagez son contenu. On commence tout de suite. Notre séquence commence par une enseigne, Breakfast Lunch, qui nous donne directement la localisation du lieu. On comprend que c'est dans un café. On a une musique qui nous donne une sorte d'ambiance un peu lourde américaine. Le premier plan intérieur de ce café est un plan sur un écran. Et ça fait partie en fait de la thématique qu'il y aura tout au long du film Tueur né. C'est l'influence de l'image. La manière dont ces images contaminent notre psyché et comment nous en sommes dépendants. Et donc là, on parle d'un film qui est sorti en 1994, ce qui est complètement précurseur et visionnaire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec les smartphones. Donc là, on a un plan sur un écran. On a l'impression que c'est plutôt une série américaine, plutôt traditionnelle. On zappe, donc ça aussi c'est typique de cette époque là, des années 90 et je dirais même des années 80, c'est-à-dire le fait de zapper, chose qu'il n'y avait pas bien sûr dans les années précédentes parce qu'il y avait très peu de chaînes, et là ça va s'accroître, on va dire plus les années vont passer, le fait de zapper et d'avoir un taux d'attention qui est vraiment très faible. Donc là, elle zappe. Voilà, là on arrive sur le président aussi qui nous fait une petite allocution, enfin un extrait d'allocution, et là on bascule sur un plan d'un mec un peu fou qui se met à hurler. Je crois d'ailleurs que c'est le père de l'héroïne en fait qu'on verra par la suite, donc c'est comme un flash forward. Qu'est-ce que vous avez comme tarte? Hop, elle coupe, on entend le protagoniste principal qui adresse la parole à la serveuse. La caméra se redresse, fait rentrer la serveuse dans le champ. On note que le plan est débulé. Ah, on n'est pas à niveau, le plan est un peu sur le côté. Woody Harrelson, donc notre personnage principal, qui rentre dans le champ. Oh, citron vert, c'est génial, mais faut aimer ce goût-là. La première intervention un peu étonnante qui est propre à ce film, c'est un cut sur elle-même et avec un changement de couleur et une expressivité qui est différente, un jeu qui est plus marqué. Là, franchement, elle surjoue. Mais on comprend aussi, on le ressent comme ça, c'est que c'est une émotion intérieure, en fait. C'est ce qu'elle ressent, c'est-à-dire que là, on comprend qu'elle a du désir, un désir physique pour le personnage principal, et que là, c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle se dit à elle-même. Ça fait 10 ans que j'ai pas mangé une tarte. Donc là, évidemment, il y a un décalage entre elle qui semble très prude, là, et un peu presque réservée, et avec l'image qu'on avait juste avant. Donc, Tarte au citron vert. Et alors, vous aimiez ça? Non, mais ça veut rien dire. et maintenant qu'on sait ce qu'elle ressent par rapport au personnage principal, là, déjà, son regard trahit ses intentions, trahit en fait sa psyché, et en fait, quand elle lui demande s'il aimait ça, évidemment, il y a un sous-texte. J'étais quelqu'un d'autre à l'époque. Regardez là. Envoyez votre tarte Voilà. au citron, En je vais la plus, goûter. il va vers là Et où un énorme elle espérait verre qu'il de aille, lait c'est-à-dire qu'il crémé, commande ça la me tarte au dérange citron. Là, pour le moment, on reste vraiment sur sa réaction et on garde un mystère sur ce personnage principal. Je vous mets aussi une part de tarte? Non. Déjà, le ton est différent, on sent qu'elle est un peu plus détachée par rapport à sa question qui est adressée à l'héroïne, et il y a un mouvement qui était débulé d'un côté, qui penchait en fait vers Woody Harrelson, et qui pivote comme ça pour basculer de l'autre côté vers Juliette Lewis. Non, Rosie.
Mon nom, c'est pas Rosie, c'est Mabel. Et d'ailleurs, la réaction de Juliette Lewis est assez marrante parce que pour elle, elle a une tête à s'appeler Rosie. Et en fait, bon voilà, elle s'offusque évidemment parce qu'elle s'appelle Mabel. Mais en fait, ça, l'héroïne n'en a rien à faire, quoi. Et d'ailleurs, elle va le signifier. M'en fous. Voilà. Elle ne respecte pas les conventions d'usage. Et ça aussi, ça traduit quelque chose par rapport à ce personnage. On a d'ailleurs rapidement son visage, contrairement à Woody Harrelson, qui est en fait un personnage qui est plus mystérieux. En revanche, son personnage est plus visible. D'ailleurs, on l'a eu de dos, mais rapidement on l'a de profil. Et c'est elle qui va plus s'exhiber. C'est le personnage qui finalement se masque le moins. Donc là, on a un cut réaction. Les plans sont tous quasiment débulés. On sent que le film se veut transgressif. Il ne respecte pas les règles. Pour une scène qui est plutôt banale pour le moment, c'est juste quelqu'un qui passe une commande, et ben là, on a des plans débulés, on se dit qu'est-ce qui se passe. Là, on a un cut réaction sur elle. De nouveau, la caméra change de niveau, on n'est pas stable. Et là, on a un gros plan, c'est le premier extrême gros plan qu'on a, sur les yeux de ce personnage, et avec un son, je ne sais pas si vous avez entendu, un petit son, je dirais métallique. Vous avez entendu là? Qui signifie le désir aussi. Donc pour le moment, nous avons deux personnages, donc un homme et une femme, qui suscitent le désir. C'est-à-dire que chez les personnes du sexe opposé. Et on a ce plan en noir et blanc, comme le plan que nous avions eu sur la serveuse, sur un personnage qui regarde Juliette Lewis, et qui lit un journal avec marqué 666, qui est le nombre de la bête, et qui la regarde, on pourrait se dire, avec désir, mais ce personnage disparaît, donc on se dit c'est une projection aussi peut-être de notre héroïne, qui envisage des personnages qui pourraient la regarder avec admiration. Plan toujours débulé, elle avance, on est toujours dans le générique. D'ailleurs, petite précision aussi par rapport à ce film. Ce film a été écrit par Quentin Tarantino, et normalement, le film devait être plus long, et comme justement il était beaucoup trop long, il a été coupé en deux, et il y a donc cette partie qui est donc Tueur-né, qui a un début et une fin, qui s'auto-suffit, et on a un autre film qui s'appelle True Romance, qui a été fait par Tony Scott, qui s'auto-suffit aussi. Donc en fait, d'un scénario de Quentin Tarantino ont émergé deux films, avec, on va dire, les mêmes types de personnages, même si les deux personnages sont rock'n'roll, que ce soit dans True Romance ou dans Tueur-né, ceux de Tueur-né sont beaucoup plus transgressifs que ceux de True Romance. Allez. Hop, succession de plans rapides pour amener le nouveau disque. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'elle met un nouveau disque, mais que la musique que nous entendions déjà ne change pas. C'est-à-dire qu'on comprend que la musique qu'elle a mise était déjà, en fait, alors soit dans sa tête, la musique serait parfaitement synchrone sur le moment où elle se met à danser et tout ça, soit, en fait, tout simplement, on n'entend pas la musique du CD qu'elle vient de mettre. Pour autant, on pourrait se dire qu'elle est en train de danser. Donc on revient sur un plan débulé, de nouveau, de la serveuse. Donc ce personnage se tourne, enfin il révèle son visage, mais on note aussi qu'il ne révèle pas complètement son visage parce qu'il a des lunettes. On distingue ses yeux à travers les verres qui sont colorés, couleur rouge, donc la couleur de la violence. Ce qui est un peu étonnant aussi, c'est qu'il arbore une moue. Et autre point notable, c'est que le plan est au ralenti, et que ce n'est pas un ralenti à la prise de vue, c'est un ralenti qui a été fait en post-production. Peut-être parce qu'il se retournait trop rapidement. Donc ça a été associé d'ailleurs, vous l'avez entendu, à un son aussi. D'ailleurs, on va remettre ce petit passage. Donc là, elle fait une petite danse lascive. Elle se tourne avec mépris, lui se tourne, voilà. Et on revient sur elle qui continue à danser, elle fait sa danse. Et là, on revient sur le personnage, on va dire le cow-boy, qui la regarde avec désir. Un plan sur un scorpion, animal plutôt dangereux, a priori, mais il est petit, c'est-à-dire que là il est cadré en large, donc il peut être dangereux, mais il est pas valorisé. Et là encore moins, parce qu'il se fait subitement écraser par un véhicule. Donc ce que ça traduit, c'est que cet animal qui est d'habitude plutôt dangereux, en fait, se fait détruire, dévorer, ou, bon là, en l'occurrence, écraser par un véhicule, donc on comprend que les personnages qui sont dans le véhicule sont plus dangereux que
que le scorpion. C'est une sorte, on pourrait dire, de métaphore. Bon, on remarquera aussi que malheureusement, j'ai bien peur que le scorpion soit réellement mort pendant le tournage. Hein. C'était pas un faux scorpion, donc c'était une autre époque. Voilà, la caméra se redresse. Pour voir rentrer dans le champ les protagonistes qui ont détruit, écrasé ce scorpion. Et d'ailleurs, on notera aussi que c'est finalement notre plan d'exposition. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas eu vraiment de plan large nous permettant de savoir où nous étions. Et ben voilà, ce plan-là arrive en décalage complet. Donc ce qui nous fait bien dire que le film est irrespectueux des conventions. Un plan, comme ça, sur un animal mort, et en noir et blanc, donc avec l'œil humide. Ce plan donc était associé à cet animal-là, et du coup, bon, dès qu'on a ce plan-là, on se dit, oh la pauvre bête, on a un peu de la peine, et comme en fait on voit que les bourreaux de cette créature sortent, on associe en fait quelque chose de négatif sur eux. Alors, le véhicule fume. Là aussi, ça traduit un petit peu l'univers dans lequel nous sommes. Nous avions un scorpion, qui est plutôt un animal dangereux, mais bon, qui a été écrasé par ce véhicule. Le véhicule, d'une certaine manière, a été puni parce qu'il ne fonctionne plus, hein, il fume. Mais aussi, ça traduit aussi autre chose, c'est que l'environnement est hostile. Putain de saloperie, chaud. Allez, premier mot des personnages, ce sont des mots vulgaires. Ça caractérise aussi ces personnages-là. Je t'en commande une bien fraîche. Voilà, la commande de la bière, là, on coche toutes les cases du beau. Les deux personnages rentrent dans le bar, sachant qu'il y en a un autre qui reste à l'extérieur. On comprend, lorsqu'on entend la musique, que le disque qu'avait mis tout à l'heure Juliette Lewis était en réalité cette musique que nous entendons là maintenant, qui prend le pas sur la musique du film. Et on a ces personnages qui sont aussi en plan débulé, qui tout de suite prêtent leur attention à Juliette Lewis. Oh nom de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, donc on s'est avancé sur eux, donc là, pour montrer qu'ils sont impactés, et là, c'est un contre-champ plus qu'un point de vue, où on la voit en train de danser, voilà, succession de plans, un peu en mode clip. Ça le feu au cul. Eux aussi ont un champ lexical du vulgaire, du grossier, et lui, tout de suite, il dit, voilà, elle fait au cul. Vas-y mon gars, attaque. On a un plan un peu étonnant aussi, parce qu'on est assez bas au niveau du bar. On a ce personnage-là qui avance et l'autre protagoniste qui arrive. Ça valorise en fait surtout les boissons qui sont données. Alors, on a toujours Juliette Lewis qui danse et on a l'antagoniste qui commence à rentrer dans le champ. C'est un beau morceau, pas vrai? Son nom? Voilà, ce personnage se cache de nouveau, hein. Donc on comprend aussi à travers la news que ce personnage donc s'appelle Mickey et que là, donc par déduction, la fille s'appelle Mallory. Il enlève son journal, C'est Mallory. il annonce que c'est Mallory, donc chose qu'on aurait pu déduire, qu'on pouvait déduire par rapport au journal. Donc on comprend aussi que c'est des gens qui sont recherchés. Ouais, d'accord. On a une composition de plan qui est soignée, on a une diagonale là ici, où on a donc Mickey, l'autre cow-boy, le boulet et Mallory qui sont là dans la diagonale. On s'en fout, moi j'appelle ça un trou. Voilà, on reste dans le champ lexical du lourd. On a eu un plan sur lui qui était énervé et on a une succession de plans sanglants qui laissent traduire en fait ses intentions. On comprend que si l'autre continue, il va pas faire long feu. Voilà, on revient sur lui qui essaie de se calmer. Voilà, un plan légèrement ralenti. D'ailleurs, c'était un plan aussi, une sorte de flash forward, parce qu'il était en train de boire, alors que dans le réel, il ne buvait pas encore. Donc là, il ne fait que boire maintenant. Ce plan qui est en courte focale, donc qui n'est pas du tout valorisant sur ce personnage. Donc on est proche de lui, donc ce qui lui déforme le visage. Et lui, ça y est, il est parti là. Il se voit déjà avec Mallory. Voilà, et là, on comprend aussi, à travers l'utilisation de la bière, quelles sont ses intentions. Le boulet qui était là en train de faire des allusions sexuelles, et on revient sur la tarte au citron, qui n'a rien de naturel, franchement, quand on regarde la couleur de la tarte au citron. Cette tarte au citron avait été associée à un sous-texte que la serveuse avait donné. Tout ça est parfaitement maîtrisé.
Et d'ailleurs, vous avez vu que c'est le même code couleur hein, que le jukebox. On revient sur lui, toujours dans son délire, hein, c'est pour ça qu'on est dans un plan en noir et blanc, c'est-à-dire que là, il est dans sa tête d'une certaine manière. Voilà, le disque qui tourne, qui s'arrête. Oh merde, t'arrêtes pas chérie, ça commençait à être bon. Hé, je crois que t'as un ticket. Voilà, on a une succession de plans avec lui toujours, c'est vraiment un boulet, hein, c'est-à-dire que là, il est là, c'est un lourd. Lui, ça y est, il a mangé sa tarte au citron, il se tourne vers le boulet, donc on comprend que ça peut barder. Dis, tu me draguerais pas? Voilà, elle met les pieds dans le plat, franchement. C'est pas quelqu'un qui prend en fait des chemins de traverse pour exprimer sa pensée, elle le dit directement. Voilà, le disque, voilà, le boulet, il boit. Alors là, on est musique plus rock. Il est toujours dans sa tête, parce que on est en noir et blanc, il est toujours dans son délire, on pourrait dire. Et boum, un retour au réel brutal. On rebascule donc dans le réel, donc dans la couleur normale, avec Mallory qui lui assène un coup de bouteille. Sur le cut coup, ce qui est assez inhabituel, on élargit, alors que d'habitude, bien souvent, on resserre. Plan toujours déboulé. On sent qu'il va contre-attaquer. Alors, ce que j'apprécie particulièrement dans le coup de poing qu'assène Mallory, c'est qu'elle a vraiment une posture de combat, qui fait des arts martiaux. Je trouve que c'est assez rare, en fait, de voir des comédiens comme ça qui donnent des coups de poing qui semblent crédibles. Elle a vraiment une bonne garde, et la manière dont elle frappe est assez crédible. Un cut parallèle. Mais... Tu veux que je t'en mette un coup, chérie? Tu veux? Vas-y! Allez, on a eu un cut coup sur un plan en noir et blanc. Et voilà, et elle, c'est elle qui est dans son délire. Et d'ailleurs, la version finale était un peu plus longue sur elle, qui était un peu plus provocante encore pendant le combat. Sinon, sensiblement, les versions sont pareilles, mais c'est étonnant en fait de se dire que finalement, ce qui a été coupé, c'est pas tant des plans d'attaque ou des plans gore, c'est plus en fait elle qui était plus provocante. Hop, lui donne un coup de poing, donc elle se prend, hein, franchement, littéralement, elle essaie même pas d'esquiver. Belle esquive, boum, coup de poing, coup de genou. On a lui qui continue à se contenir, hein, on est dans l'intériorité une fois de plus. Plan ralenti, se tourne, allez, frappe, on a eu de la dramatisation, on revient sur elle, cut réaction. Allez, coup de genou, là on a un plan qui sert de cut coup aussi, qui permet de détruire donc la rambarde. On note que la rambarde sert d'amplificateur. Là, la caméra est une caméra à l'épaule, hein, c'est-à-dire que on la sent mobile et peu stable. Le papy intervient, sauf que il y a Mickey qui est en embuscade derrière. On a un plan en contre-plongée avec une sorte de léger ralenti d'ailleurs. Espèce de salope. Voilà, c'est un ralenti à la post-prod, hein, donc c'est un ralenti qui n'est absolument pas fluide. Donc avec le mec qui espère en fait faire le gros bras, sauf qu'il est mal tombé. Montre pas du doigt. Allez, la réaction de Mickey qui se tourne, et on va avoir un point de vue. Hein, c'est pas complètement un point de vue, parce que normalement on aurait dû être en plongée littéralement sur lui, mais c'est articulé comme un point de vue. C'est-à-dire que Mickey regarde vers le bas, et on a un plan sur le doigt. Là, de nouveau, ils sont dans leur délire. Hein. Donc là, on peut se dire aussi que l'utilisation du noir et blanc a peut-être été là pour amoindrir aussi la violence. Allez, on les voit. elle est médusée. Elle est spectatrice de ce qui est en train de se passer. Elle est même pas en panique d'ailleurs. Hein. Elle regarde. Que ma femme refait le portrait à ton pote, que tu dois t'en mêler. On meurt pendant qu'à côté, on a le boulet qui fait malmener. Et tout ça est fait naturellement. C'est-à-dire que il est calme, hein, lui ne s'énerve pas, et il y a un décalage entre son côté finalement professionnel, je dirais, et la furie destructrice de Mallory. Il tire, et là on a ce plan de trajet de la balle, pas vraiment le point de vue de la balle parce qu'on voit la balle, hein, donc ça peut être un point de vue tronqué si on veut, et qui donne un côté comique à une scène qui ne l'est absolument pas. Et là, au moment où la balle va arriver dans la tête, la balle s'arrête même d'ailleurs, elle prend son temps. Et boum, cut coup, ça éclabousse partout. Donc là aussi, le noir et blanc amoindrit aussi la violence. Et donc évidemment, cet enchaînement de plans est fait pour donner un côté fun, un peu cool à ce qui est en train de se passer, qui ne l'est absolument pas. On avance pour amplifier la violence du coup. Allez, on éclate la tête. Je te fais toujours bander, hein, le tombeur. Je te fais toujours.
au ralenti, lui arme son coup, hop, il envoie, et comme pour le coup de la balle, on a un point de vue tronqué, je dirais, du trajet du couteau. Et on a une musique d'opéra qui crée un contrepoint total, qui donne un côté drôle en fait à ce qui est en train de se passer. Allez, on suit le couteau. Ça c'est bien fait parce qu'évidemment il casse très vite. Bon, ça sans doute été fait de manière numérique. Et on a le cut coup au ralenti du gars qui se prend le couteau dans le dos. Allez, en couleur, on a une succession de plans noir et blanc en couleur qui donne un côté clip, hein, en fait, hein, ce qui est en train de se passer avec la musique rock forte, un peu totale. Allez, elle vient de tuer. Lui finit sa tarte au citron avec la connotation qu'on savait, donc hein, c'est du plaisir hein, pour lui. Succession de plans, voilà, là ils sont réunis. Et alors qu'elle était dans une sorte d'euphorie, subitement elle redevient super sérieuse et il n'y a pas de cut, il y a un filet, hein, c'est pour ça que là tout est flou et qu'on va s'arrêter hop, sur la serveuse qui essaie de fuir, c'est vrai qu'on l'avait perdu de vue depuis tout à l'heure. Il n'y a aucune porte de sortie. Voilà, il n'y a aucune issue. Là on a eu un cut d'ailleurs, parce que certainement le plan séquence ne devait pas pouvoir se faire fluidement, regardez, attention. C'est le prochain vénard. Hop, il y a eu un cut qui essaye d'être invisibilisé par le mouvement en fait de Mallory. Bon, et là, de nouveau, on retourne dans le champ lexical du jeu et de l'amusement, parce que voilà, c'est un jeu enfantin, avec le point de vue du doigt qui a été superposé avec le plan du plingue, parce qu'évidemment on comprend la finalité du jeu. On entend aussi le sifflement qui crée une petite tension de la cafetière. Et ça repart. Elle sent que c'est pas bon pour elle. Et de nouveau, le doigt a été transformé en flingue. Et ce qui permet aussi de se dire que finalement, c'est le doigt de Mallory, mais c'est le flingue de Mickey. Et le fait qu'il y ait une superposition comme ça des deux, comme si l'un équivalait l'autre, ça donne un côté fusionnel un peu aux deux personnages. Comme s'ils sont indissociables l'un de l'autre. Voilà, on sent aussi la jubilation hein, morbide de Mallory. Allez, toi, tout de suite, Mickey s'exécute, si je puis dire. Boum, il tire. L'idée de mise en scène est très maligne. On comprend qu'elle meurt par rapport au son de la cafetière qui s'atténue. C'est bien fait. Voilà, lui, il se prend pour un cow-boy, ça, il est tranquille, cool. Donc la musique s'apaise, de nouveau, on n'est plus sur une tension. Donc on se dit, va-t-il mourir sur une musique tranquille, ou alors au contraire, c'est parce que leur tempérament s'apaise. Regarde, elle s'amuse, de nouveau. On voit vraiment les deux tempéraments, c'est-à-dire qu'on a Mickey qui est introverti quand même, qui est plutôt calme, et on a Mallory qui est complètement extraverti, qui est dans le jeu, qui est dans l'excessif même, je dirais. Là on a un point de vue, on a eu un cut dans l'axe pour signifier la tension. Qui a fait ça, tu diras, c'est Mickey et Mallory Knox qui ont fait ça, d'accord, dis-le! Et d'ailleurs, on se rend compte aussi que comme dans les films d'horreur, finalement, le personnage qui s'en sort est le personnage qui a le moins, finalement, exprimé son désir, même si lui, il l'a fait avec les yeux, il n'a pas été entreprenant, il n'a pas moufté, quasiment, alors que tous les autres qui ont été à un moment vulgaires, grossiers et tout, sont morts, comme s'il y avait eu une punition liée à ça. Et Mickey et Mallory Knox qui ont fait ça. Mickey et Mallory Knox. Je t'aime, Mickey! Je t'aime, Mallory! Alors que lui joue sa vie, eux sont dans le bonheur. C'est bien sûr un effet comique. Il n'en revient pas. Et là, ça y est. Changement de couleur, changement d'ambiance. Et là, on a la musique d'Edith Piaf derrière. Je vois la vie en rose, qui évidemment nous transporte dans quelque chose qui se veut romantique. Et d'ailleurs, le choix de Edith Piaf, pourquoi pas, à la limite, hein, je dirais, parce que c'est vrai que c'est musique romantique et tout, mais et c'est aussi, je pense, lié à la culture d'Oliver Stone, dont la grand-mère et la mère étaient françaises. Voilà, là vraiment, chose de cinématographique. Voilà, ils sont ailleurs.
Et de nouveau, là, on a Paris qui est vidéo projeté, parce que là, clairement, c'est un écran qui a été mis, puis je croirais presque au cinéma, d'ailleurs, c'est l'intention, je pense. Feu d'artifice. Et hop, on a un ciel qui semble radieux, et on a une menace qui arrive, le sang. Voilà, Tuerney. Voilà, là on a un film noir, alors qu'eux sont clairement éclairés, donc avec une lumière de fin de jour très chaude. Donc bien sûr, il y a la volonté de faire cette production ensemble. L'idée c'est de montrer qu'ils sont dans leur délire. Donc on a une succession de plans de ce genre, avec des incrustations qui font fausses, qui sont complètement assumées, et qui donnent un côté complètement dingue en fait à ce film. C'est une liberté formelle qui, je trouve, fait le plaisir un petit peu de ce film, parce qu'il est complètement hors norme. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. On se met encore un petit plan. Voilà. Carrément dingue, parce que il y a même les proportions sont absolument pas respectées. Les personnages ont des têtes énormes par rapport au véhicule. Enfin, je trouve que c'est complètement dingue qu'un film comme ça ait pu voir le jour. D'un point de vue formel, il est tellement rebelle, tellement libre, que en cette période de standardisation un petit peu des films, où chaque film se ressemble plus ou moins, où on est dans le politiquement correct, ce film est un peu une bouffée d'air frais. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, j'analyserai 6e Sens de Night Shyamalan. D'ici là, à bientôt. Ciao.